comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai et nous allons voir les informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous. Passons aux informations sur ce qui se passe sur la planète. Regardez, le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, est en ce moment sous un double blocus. Un blocus des États-Unis, non pas dans le détroit d'Ormuz, mais à Oman. Et un autre blocus qui est imposé par les Iraniens eux-mêmes. En ce moment, le blocus du détroit d'Ormuz maintient en suspens ce qu'on appelle maintenant le plus grand effondrement énergétique que ce siècle ait connu. Non seulement cela, mais rien de tel ne s'est produit au cours des 100 dernières années, il n'y a donc pas de précédent pour une telle situation, n'est-ce pas? Ce détroit a été fermé, mais maintenant l'Iran en a pris le contrôle total. Cela a redéfini les flux mondiaux, selon les experts, l'Iran mettant en place un contrôle progressif sur le passage des navires stratégiques liés à l'énergie et au transport mondial. Le mécanisme inclut des inspections, des accords entre gouvernements et des paiements éventuels pour garantir le passage sécurisé des navires. Cela marquerait déjà un tournant économique, voire même un basculement des rapports de force en faveur des Iraniens. Le contrôle exercé principalement par la garde révolutionnaire décide quels navires peuvent passer, dans quelles conditions, et aussi à quel moment ils peuvent le faire. Pendant le trajet, un navire aurait été intercepté par les forces iraniennes, détecté simplement parce qu'il disait qu'il était suspecté de contrebande. Il n'a jamais été précisé de quoi. Au final, il a été libéré. Il n'est pas clair pourquoi. Le fait est que, quand ils le veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et dans ce détroit, celui qui contrôle en ce moment, c'est l'Iran. L'Iran donne la priorité au passage des navires liés à qui? Aux alliés. Tous les navires alliés à la Chine ou aux intérêts chinois, ou encore aux intérêts de la Russie, peuvent passer sans aucun problème. Certains navires qui ne sont ni russes ni chinois paient environ 150 000 $ pour garantir leur passage. Même si ces paiements restent secrets en raison des sanctions internationales, parce que tout navire, disons, lié à l'Occident, s'il est découvert qu'il paie, à ce moment-là, il serait sanctionné par les mesures imposées par l'Europe et les États-Unis. Le fait est que ces paiements doivent être effectués en secret. En gros, ce contrôle a créé un goulot d'étranglement où des milliers de navires, entre ceux qui veulent entrer et ceux qui veulent sortir, attendent actuellement de voir ce qui va se passer avec l'Iran. Dans ce goulot d'étranglement, il y a 1500 navires d'un côté. Dans le golfe Persique, 1500 navires sont confirmés comme étant coincés là-bas. Le trafic de navires dans le détroit a fortement chuté. Avant, il y avait 140 navires par jour, et maintenant, il y en a moins de 60. Et tous sont liés aux intérêts russes ou chinois. Les États-Unis répliquent aussi par des blocus et la saisie de cargaisons iraniennes hors du détroit. La situation a été décrite comme la pire crise énergétique de l'histoire par des organismes internationaux, en raison de l'impact direct sur le flux mondial de pétrole. C'est essentiellement une modification du système énergétique tel qu'il existait auparavant. Conçu essentiellement, au final, ce sont des conceptions qui existent depuis longtemps et des conceptions avec lesquelles on peut être d'accord ou non. Mais qui avait fonctionné, n'est-ce pas? Qui avait relativement bien fonctionné pour les pays, y compris l'Iran, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman. Ces pays fonctionnaient ou allant dans ce sens. De plus, il faut rappeler que le Qatar et l'Iran, même s'ils ne s'entendent pas bien en ce moment, ont une zone commune dans laquelle ensemble, ils extraivent du gaz de cette région. Gaz que d'ailleurs le Qatar le transforme en gaz liquéfié. Et l'Iran et le Qatar ont un accord selon lequel, dans la même zone, le même gisement, disons, c'est celui qu'ils exploitent. L'Iran et le Qatar en profitent dans ce sens, mais pour l'instant, ils ne s'entendent pas bien. Le Qatar est de plus en plus armé, avec plus de défense, pensant que peut-être ce pays, l'Iran, son voisin, ne va peut-être pas lui permettre de sortir par là, de sortir par cette zone, n'est-ce pas? Et le Qatar n'a pas d'autre possibilité. C'est un pays très petit. Il n'a pas la possibilité de sortir par la mer Rouge, contrairement à l'Arabie Saoudite par exemple, ou à Oman, qui peuvent aussi sortir de ce côté-là, n'est-ce pas? Les Émirats arabes unis rencontrent plus de difficultés,
bien qu'ils aient aussi une sortie dans cette zone, attaquée mais non contrôlée par les Iraniens. Ici, c'est beaucoup plus loin que le détroit d'Ormuz, mais tout ce qui est produit aux Émirats arabes unis dans cette zone n'est pas encore connecté à ce point, à cette sortie, disons. En attendant, laissez-moi vous dire que l'Iran s'est aussi réveillé ce matin en déclarant vouloir agir à sa guise. Et le plus intéressant, c'est qu'il se passe quelque chose est en train de générer de la confiance, parce qu'aujourd'hui, le pétrole a chuté, c'est-à-dire que le prix du pétrole a baissé. Il était, je veux dire, à 113, maintenant il est à 106 $. N'est-ce pas? En ce moment, alors que nous sommes en direct, il est à 106,66. Mais ce matin, il est même descendu jusqu'à 104,76. C'est le prix qu'il a atteint aujourd'hui. La garde révolutionnaire a averti les États-Unis et Israël. Une nouvelle attaque élargirait le conflit au-delà du Moyen-Orient. Autrement dit, ils laissent entendre que si le conflit continue, les prochaines actions, les prochaines attaques seraient alors aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, n'est-ce pas? Bref, l'opération ou l'étape suivante, ce n'est plus que la guerre reste au Moyen-Orient, mais qu'elle s'étende. Le message est clair, l'Iran est prêt à élargir la guerre, avec des conséquences mondiales possibles. L'Iran déclare ne pas avoir utilisé toute sa puissance militaire, suggérant une possible escalade plus destructrice. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti qu'un retour à la guerre apporterait beaucoup plus de surprises, dit-il. Le porte-parole militaire iranien a confirmé qu'il pourrait ouvrir de nouveaux fronts, ce qui suggère des conflits simultanés en différents points stratégiques. Pendant ce temps, le président Donald Trump a déclaré qu'il pourrait relancer les attaques en quelques jours. Parfois, il affirme qu'il va le faire dans la journée ou dans quelques heures, d'autres fois dans quelques jours. Cette fois, il évoquait un délai très court. Il affirme que ce sera dans 48 à 72 heures. Le délai sera bien celui-là, c'est-à-dire que ça n'ira pas au-delà. On sait bien sûr que cela change constamment. L'Iran accuse les États-Unis de violer le cessez-le-feu avec ses actions de blocage dans le détroit d'Ormuz, mais eux non plus ne lèvent pas le blocus qu'ils ont eux-mêmes imposé. Donc ces doubles blocages ne semblent pas avoir d'issue, ou peut-être que la seule issue sera probablement qu'il y ait une autre confrontation. Nous ne savons pas jusqu'où la pression va aller, mais en ce moment, tant que le pétrole reste extrêmement élevé et que le blocus continue, la pression est entièrement concentrée dans cette zone. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a pas d'issue pour 20% du gaz, 20% du pétrole, l'aluminium et d'autres matériaux, n'est-ce pas? L'hélium, etc. Non. Passons à d'autres sujets. Regardez ce cas assez étrange. Regardez cette personne que nous voyons ici. Il est un ancien agent d'un département peu connu. Aux États-Unis et dans le monde surtout, n'est-ce pas? C'est une personne qui, selon certains, détenait des informations cruciales. Il vient du département de l'énergie, le DOE. Il s'appelle Kevin Childress, presque comme Children, mais c'est Childress, oui. Dans lequel cet agent spécial du département de l'énergie, avec 30 ans de service, est décédé. Ce n'est pas un cas récent en ce qui concerne son décès. Il est décédé à l'âge de 56 ans en 2021. Oui. Le fait est que maintenant, alors qu'on enquête sur les cas de scientifiques qui ont perdu la vie ou qui ont disparu de manière étrange et qui étaient liés à des questions nucléaires, à des sujets de développement technologique spatial. Cet homme avait un peu des deux. Il était très proche de certains sujets énergétiques. Aujourd'hui, je vais te dire lesquels, mais on savait aussi qu'il avait des informations sur la dissimulation de phénomènes anormaux non identifiés. Autrement dit, les WAPS, OVNI, PANIS ou peu importe comment on les appelle. Quelle est la version officielle? Non. Et qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on cherche à éclaircir? Parce que c'est un processus encore en cours. Oui. Alors, ce qui est étrange, c'est Kevin Childress, non? Cet agent spécial est décédé subitement à l'âge de 56 ans. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, en 2021, la situation était très compliquée à cause du Covid.
Beaucoup de gens sont tombés malades, et si tu avais un problème cardiaque ou quelque chose comme ça, tu risquais davantage de mourir. C'était la version officielle. La version officielle était que le Covid-19 l'aurait emporté. Cela n'a pas été fait. À l'époque, l'autopsie n'a pas été jugée nécessaire. Il n'y en a donc pas. Pas de rapport médico-légal public. Ils ont simplement dit il était malade, son état s'est aggravé et il est décédé. C'est la version officielle, on n'en sait pas plus. Comme il n'y avait pas d'autres soupçons, cela n'était pas allé plus loin. Il y a un rapport, une interview réalisée par Luis Elizondo, l'ancien directeur du programme de recherche, des services de renseignement américains, oui, qui a été très concentré sur la recherche des PANI, sur la déclassification et tout cela. Il affirme que ce monsieur prévoyait cela. Il prévoyait de révéler des informations sur l'implication du département de l'énergie, c'est-à-dire le bilan, dans la récupération et la dissimulation du phénomène anormal non identifié, ou les sites web. C'est une enquête qui est encore en cours. C'est donc une affaire qui ne semble pas être un incident isolé. Et c'est ce qui la rend donc curieuse. On ne peut pas du tout dire ça juste pour cette raison. Donc voilà, alors ça veut dire qu'ils l'ont supprimé. Eh bien non, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, si on veut être sérieux, il faut enquêter, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut veiller à ce que ça ne reste pas comme ça. Surtout parce que tu vois qu'il y a des choses avant et après. C'est-à-dire avant 2021 et après 2021. Eh bien, il y a un certain schéma qui se répète chez certaines personnes qui avaient des connaissances importantes et qui ensuite... ils sont partis dans des circonstances étranges. Certains restent introuvables. N'est-ce pas? D'après ce qui est rapporté, il n'était ni un théoricien du complot, ni rien de tout cela. C'était, disons, une personne relativement normale. Mais comme il y a une enquête très approfondie sur des cas curieux de décès étranges, c'en est un autre qu'on pourrait ajouter. Ce n'est pas un scientifique, n'est-ce pas? Mais ce qu'il allait révéler et le fait qu'il préparait déjà ces informations pour les présenter au Congrès, cela attire beaucoup l'attention. Nous serions confrontés à un possible conflit de juridiction nuisant à la transparence démocratique. Le département de l'énergie mènerait des programmes de technologie avancée sans la supervision du Congrès. Et c'est ce que j'allais faire comme information supplémentaire. Je ressens, dit Kevin Childress, il dit que lorsqu'il était en vie, il disait ceci. J'ai le sentiment que le département de l'énergie essaie de me réduire au silence. Il a dit cela quelques semaines avant son décès à Luis Elizondo, qui est l'un des principaux témoins, et ici, pour moi. C'est la partie la plus importante, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un témoignage qui l'a averti qu'il ressentait des pressions, qu'on voulait le faire taire, parce que sans cette information, on pourrait dire que ce n'est que de la pure paranoïa conspirationniste. Ce sont des faits. Allons, il tire des conclusions très hâtives, n'est-ce qu'on ne sait pas? Mais le fait qu'il y ait au moins ce témoignage, et qu'ils disent « Regarde, des semaines avant, il m'a dit ceci, 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 ceci », il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser, non? Et aussi, une autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est que ce n'était pas un secret qu'il allait divulguer cette information. C'est-à-dire, ça aussi, on le sait. Donc ça fait déjà plusieurs éléments, non? Premièrement, le fait qu'il disait qu'on essayait de le faire taire. Deuxièmement, qu'il avait. Il avait des informations qu'il allait en révéler sur la gestion du département de l'énergie, basées sur la dissimulation supposée de technologies étranges. Disons-le comme ça, non? Le dire. Eh bien, au moins, il a dit « je pense », n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moins moi je penserais qu'il faudrait obligatoirement enquêter, n'est-ce pas? Il y a plusieurs informations que je voudrais commenter avant toute autre chose, mais... Il y a un rapport de Sabana, Riverside qui est l'un de ceux qui publient tout cela, d'autres du Daily Mail, qui n'était pas un média. C'est-à-dire, parfois, ils exagèrent mais certaines choses, c'est pourquoi je prends ce sujet avec des pincettes. Mais il est vrai que Luis Elizondo, du moins pour moi, a été jusqu'à présent très cohérent dans ses rapports. Et donc s'il dit cela, je pense qu'il est possible que ce soit le cas et qu'il faut enquêter là-dessus, n'est-ce pas? Enquêter qu'il faut enquêter et analyser ce cas et ne pas oublier que c'en est un de plus, ou peut-être un de plus, n'est-ce pas?
On ne peut pas conclure définitivement, mais il serait intéressant d'en faire un point distinct, même s'il faudrait aussi l'examiner. Qui possède l'information qu'il allait au révéler? Sa famille, un ami ou quelqu'un d'autre l'a-t-il? Montrez, parce que je suis sûr que s'il pensait qu'on allait le faire taire, il a dû donner cette information à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est ce que je pense. D'après ce qui est rapporté, Kevin aurait été directement impliqué dans le département de l'énergie. Cela dans un programme de récupération et de dissimulation de phénomènes anormaux non identifiés appelés PAN ou OVNI. Il travaillait à Shabana, dans une installation appelée Shabana Riverside, d'où certaines informations ont pu être extraites. Et une chose qui attire l'attention, c'est que cet endroit, ce Shabana Riverside, où cela se passe. Cet événement a lieu dans une installation qui est essentielle pour la production de tritium nucléaire, un endroit avec des rapports historiques d'observation. Depuis 1952, il y a des observations dans cette zone. Donc tous les éléments sont là. Des éléments liés au nucléaire, des éléments liés aux ovnis. Et des éléments qui ont à voir avec une dissimulation qu'il rapportait lui-même. N'est-ce pas? Alors, sincèrement. Ici, il y a quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Ici, il y a quelque chose qui, au moins, j'insiste, devrait être analysé, devrait faire l'objet d'une enquête, n'est-ce pas? J'espère parce que jusqu'à présent, on ne sait pas. C'est une dénonciation faite par Luis Elizondo lui-même. Mais ce serait très intéressant que cela aille plus loin, n'est-ce pas? Qu'on enquête plus en profondeur et que ça ne reste pas simplement là, non? Que le FBI ajoute ces cas aux 12 autres scientifiques, n'est-ce pas? J'insiste, ils ne sont pas tous des scientifiques. Lui non plus n'est pas vraiment un scientifique, n'est-ce pas? Mais ils sont proches du sujet ou ce sont des figures importantes dans ce domaine, non? Donc ce dossier contient un peu de tout. Bon, nous continuons à l'analyser. Passons maintenant à d'autres sujets également importants. Regardez cette image. Regardez, selon les rapports, il y a eu, cette boule de feu. Non, cela s'est produit près de la statue emblématique du taureau là-bas à Wall Street, dans la ville de New York. Apparemment, c'était une voiture qui aurait pris feu, n'est-ce pas? Certaines des images, certaines des photos et des vidéos disponibles montrent cette situation, n'est-ce pas? Nous allons rester attentifs à ce qui se passe. S'il y a eu un incendie. Est-ce que c'était à cause d'un accident ou qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce que dit le rapport. Un véhicule aurait pris feu et aurait ensuite explosé près de la célèbre statue du taureau ou du taureau de charge. Pas les Bulls, non, ni la police, non. Quand à Wall Street ou avec les actions tu montes, tu dis, tu es très haussier, non? Donc, dans cette zone où se trouvent donc les marchés internationaux et tout ça, c'est là que cette situation s'est produite. Ça attire l'attention. Évidemment. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais nous restons attentifs pour voir ce qui s'est passé à Wall Street. Voyons s'il y a un autre détail, nous en parlerons. Évidemment, c'est en cours de développement et regardez en parlant d'autres sujets, pas de ce qui se passe puisque nous sommes sur ce sujet à New York. Faites attention à ce qui suit. Ça se passe. Une série de mouvements. Maintenant, vraiment. Sur le sujet des finances et tout ça, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé avec le prix du pétrole. Et évidemment, il a augmenté. Mettons cette image ici. Voilà. Il a augmenté. Les actions du S&P 500 et du Nasdaq ont augmenté. Même s'il y a eu une baisse aujourd'hui, 2 jours de suite en baisse. Aujourd'hui, le Nasdaq se rétablit rapidement. On le voit ici. Tout cela a augmenté. Il est d'abord tombé, puis remonté ici. On verra comment cela finit, s'il termine positif. Ou en négatif. Mais il se passe quelque chose avec le pétrole. Nous voyons que le prix baisse à 106. Je veux dire, ça reste cher, mais évidemment, c'est quelque chose de positif. Nous verrons comment cela évolue par la suite. En attendant, le Nikkei, par exemple, au Japon, a ouvert en positif. C'est-à-dire qu'il a même ouvert et fermé en positif. N'est-ce pas? Le Nikkei est monté. Ils doivent y voir quelque chose de positif dans la situation du pétrole, non?
Ce n'est pas la même chose pour la Corée, car la Corée reste en baisse. Elle a clôturé plus bas que la veille. Donc tout n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est un peu étrange et irrégulier, la situation des marchés. Donc nous resterons également attentifs à ce détail. Comment allez-vous? Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être ici avec vous un moment et de discuter de tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas, pendant la journée? Nous allons continuer à vous tenir informés et je vous remercie énormément de rester avec nous. Nous allons donc, simplement rester attentifs à l'évolution de la situation en Iran parce qu'évidemment, ça s'intensifie. Ce n'est pas en train de s'arranger. Non, le sujet est assez intense, non, on ne voit nulle part qu'une négociation soit en vue. C'est-à-dire, vraiment, si ce n'est pas le cas, enfin, comme si tu disais que je vois une ouverture et que par là une négociation pourrait arriver ou quelque chose comme ça, je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais oui, ça attire mon attention. On dirait vraiment pas qu'il va se passer quelque chose comme ça. Maintenant. Et Peut-être, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Il pourrait y avoir un retournement de situation, non? Et que soudain, on voit les États-Unis agir d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Moi, je ne vois pas laquelle. Il faut se rappeler de la colère des Iraniens depuis Soleimani. Depuis Soleimani, ils promettaient qu'ils allaient se venger de Trump spécifiquement parce qu'ils étaient en colère à cause de Soleimani, n'est-ce pas? J'insiste, cela date du premier mandat de Trump. Au deuxième mandat, ils éliminent le guide suprême, n'est-ce pas? Donc c'est la plus haute figure religieuse possible là-bas. Ceux qui éliminent le guide suprême au maximum et tout le, pour ainsi dire, cela a fait que la partie la plus religieuse, la partie la plus dure, qui représente, on dit, environ 20 à 25% de la population, disons un quart, un cinquième à peu près. C'est celle-là qui détient le pouvoir, qui possède une partie de l'argent et qui a pratiquement toutes les armes. Donc ce sont eux qui opèrent à l'intérieur, ce sont eux qui contrôlent le détroit d'Ormuz et ce sont eux qui essaient de montrer leur force, n'est-ce pas? Face à cela, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sincèrement, si on le voit comme une histoire, comme un roman pour ainsi dire, non? Ce qu'on observe ici, c'est que c'est un moment pour les Iraniens de rendre coup pour coup sur ce qui, pour eux, a été le plus dur, le plus compliqué. Voir leurs figures les plus importantes éliminées quand on le veut. Donc, ils se sentent forts aussi parce qu'ils n'ont pas vu que les conséquences leur aient causé de gros problèmes, n'est-ce pas? Et parce qu'ils savent qu'ils auraient une certaine réponse, n'est-ce pas? Donc face à cela, le calcul de Donald Trump doit être de savoir s'il veut un conflit à court terme, à long terme, ou y mettre fin tout de suite, n'est-ce pas? Toutes auront des conséquences très compliquées pour lui. Toutes, n'est-ce pas? S'il se retire, cela renforce le régime iranien, il se retrouve dans une position affaiblie. S'il reste, ce sera probablement une guerre longue qui aura aussi des répercussions humaines et politiques aux États-Unis et au niveau mondial. Et l'Europe, l'Australie, etc., l'Océanie, l'Asie. Ils ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire, ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir, mais ils préfèrent dire « voyons ce qui se passe », non? Et prolonger autant que possible sans avoir à intervenir, n'est-ce pas? Sans avoir à se mêler des ennuis. C'est une blague. Cela, s'ajoute à la complexité qu'a prise tout ce conflit. Bon, écoutez, nous avons une rubrique dans les playlists des actualités insolites, parce qu'il arrive parfois, à de nombreuses occasions, qu'il y ait des nouvelles bizarres, curieuses, intéressantes. Et il y a la rubrique pour que, quand vous en aurez l'occasion, vous puissiez aussi la consulter, n'est-ce pas? Et évidemment, nous diffusons tous les jours, aussi bien ici que sur PP Actualité, où nous sommes également en direct sur PP. Comme sur PP Actualité, en vous informant en détail de ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? À tous ceux qui nous rejoignent, un grand merci. Léonard, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Tu es déjà revenu. Comment ça s'est passé? Combien de jours es-tu resté là-bas à la montagne?
Léonard, j'espère que tu pourras nous raconter un peu comment a été l'expérience. Cela semble très intéressant et marquant. Je te salue chaleureusement, Léonard. Heureux que tu ailles bien. Un salut aussi à ta famille. Omar, comment vas-tu? On disait on se croise et hier on en parlait que New York est en train de battre des records. Eh bien là-bas vous avez plus chaud qu'ici parce que vous signaliez 38 degrés hier, n'est-ce pas? Et laisse-moi te dire comment ça se passe ici. Mais je doute fort qu'on ait atteint les 38 degrés, non? Là on est à 29 degrés en ce moment. Et voilà, mais ça a été comme ça, c'est-à-dire il a fait relativement frais. Voyons, laissez-moi vérifier la température ici. À New York, n'est-ce pas? Permets-moi à ce moment-là, parce que ça ne doit pas être le moment le plus chaud, eh bien ils sont presque comme nous. Ils sont un peu plus chauds. Ici nous sommes à 29, n'est-ce pas? Vous êtes là-bas à 32 degrés d'après ce que j'ai ici. Au moins 32 degrés en ce moment. N'est-ce pas? Je ne sais pas si plus tard il fera plus chaud ou au contraire, si ça va déjà commencer à se rafraîchir. Regarde, peut-être que ça va déjà se rafraîchir pour plus tard. Regarde, oui, ça commence déjà à se rafraîchir. C'est-à-dire, c'est ça. En ce moment, on est au pic maximal de chaleur, et nous, on va entrer dans le pic maximal de chaleur, donc il nous reste encore un petit moment. Regarde, ici, ça m'indique 30 degrés à Monterrey, et un peu plus tard, ça m'indiquerait 29. Non, là, non. Ça ne monte pas plus que ça. On est dans la même situation. Sauf que vous êtes à New York où il fait plus frais, non? C'est censé être plus froid là-bas. Super, alors. Allons-y. Comment vas-tu, Fabricio? Salut, Miguel. Omar affirme que le thermomètre de l'atelier affichait 42 hier. Évidemment, en plein soleil. Bien sûr, en plein soleil, en plein soleil. Eh bien oui. Non, imagine. Non, non, bien sûr. Je veux dire, si tu travailles, il y a certains endroits qui sont super chauds pour travailler. Par exemple, à l'extérieur, évidemment. Il y a quelque temps, il m'est arrivé d'être sur un tournage, et lors de l'un de ces tournages, il y avait une personne qui travaillait à un grill à Monterrey, à l'extérieur, avec le grill et toute la structure en tôle. Je lui ai dit « Aujourd'hui, est-ce que tu as mesuré à quelle température tu es ici? Parce que j'étais là et selon moi, je suis bon pour supporter la chaleur, mais là c'était vraiment dur. » Et bien sûr, c'était seulement pour une certaine période, non? Et il me disait qu'il mesurait entre 65 et 70 degrés déjà sur le grill. Super chaud, super chaud. Je ne sais pas comment est son thermostat interne parce que, franchement, je ne sais pas d'où il sort ça, mais ce monsieur, je pense qu'il survivrait même au Sahara, non? Et dans tous ces endroits sans problème. Il ne va pas être du genre à se plaindre. Vous, Aurelio, comment allez-vous? Miguel, bonjour, dit Aurelio. Là-bas, au Nouveau-Mexique, 66 degrés Fahrenheit, non? Ce qui est plutôt frais, non? C'est encore agréable. Voyons combien font 66 degrés Fahrenheit. On va l'afficher ici à l'écran. 66 degrés, c'est comme 20 ou une vingtaine de degrés. Voyons, je l'ai ici. Donc 66 degrés, ce serait à peu près 19-20 degrés par là. C'est très agréable, très agréable. Par là-bas. Un énorme salut, Aurelio Beto, comment vas-tu? Beto dit, mais je suis déjà de retour avec mes commentaires aiguisés qui vont droit au but. C'est ça, Leonardo. Très bien, alors allons-y. Passons au reportage. Allons voir ce qui se passe dans le monde. Voyons quels sont les détails. Passons à un autre reportage tout de suite, non? On commence comme ça. Maintenant, à chaud, on y va.